Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du club, dans son horaire habituel, 22h05, juste après bien sûr la fin des matchs de Ligue des Champions. Et on sera largement question ce soir de cette Ligue des Champions en Europe. On reviendra également bien sûr sur la Ligue des Champions en Afrique avec la qualification du Wydad de Casablanca pour le dernier carré de cette épreuve, celle du FUS également en Coupe de la CAF. Et enfin, l'info du jour, la publication par Hervé Renard de la liste des joueurs retenus pour le prochain match en éliminatoire de la Coupe du Monde le samedi 7 octobre au complexe Mohamed V de Casablanca face au Gabon. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité ce soir dans le club, le technicien marocain le plus titré, Mohamed Fakher. Bonsoir Mohamed et merci d'avoir rejoint l'équipe du club et d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup Jalal. Bonsoir les amis. Avec nous également quelqu'un qui doit se sentir bien seul ce soir entre deux Rajaouis, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin, la semaine dernière, tu étais au chaud, bien accompagné avec Moussa Ndao notamment. Ce soir, on va voir ta réaction un petit peu dans l'adversité. Bonsoir Jalal, bonsoir les amis. T'inquiète pas pour moi, je me sens assez fort. Je n'ai tous les deux. Ah bon? Ouais. Ok. Bon, ça s'annonce passionnant. Chaud et passionnant. Enfin, un revenant dans le club après une absence moyennement justifiée la semaine dernière. Reda Alali, bonsoir Reda. Bonsoir, et j'ai vu la rediffusion. La rediffusion de l'émission où j'étais pas là. Oui. Et j'ai entendu vos affreux commentaires, ouais. Vos façons de comparer la performance artistique et de la réduire à des chiffres. Qui a le plus d'audience? Est-ce que c'est la musique ou le foot? Et je peux vous dire que non seulement philosophiquement, c'est une hérésie de faire des calculs comme ça, mais je pense que même mathématiquement, c'est faux. Qu'il y a plus de gens qui suivent Oba Spirit. En 20 ans de carrière, je pense qu'on a plus de monde devant nous. Ah bah oui, c'est sûr. Si tu additionnes... Il fait dans le cumulé, pas bête. Bon, il mérite un quart de temps, mais je ne vais pas le lui donner. Et vous le savez pourquoi? Parce que c'est ton ami. Non, parce que c'est mon ami et c'est surtout mon sponsor ce soir. Parce que vu que, comme j'ai oublié tout mon portefeuille, mon argent à Tanger, aujourd'hui, je survis grâce à Reda Alali qui nous a offert, bien entendu, le dîner et qui m'a laissé quelques dirhams pour rentrer demain chez moi à Tanger. Donc, dans la dignité. Dans la dignité, exactement. On va évoquer, bien entendu, mes amis, la liste d'Hervé Renard pour le prochain choc face au Gabon. Alors, on va commencer par notre invité. Quels enseignements on peut tirer de cette liste? Moi, de franc, je n'ai pas vu la liste, mais oui, mais à la radio, j'ai écouté, j'ai vu qu'il y a certains joueurs qui ont été rappelés, ouais. Surtout au niveau des locaux. Il y a un très bon gardien de but, d'ailleurs. C'est un jeune, c'est... Tegnauti, il y a Yamir, il y a Ounajem, et il y a également Haddad et Nahiri pour les locaux. Nahiri, ouais. Je pense, oui, mais je pense que pour le petit jeune, ouais. Il promet. Ouais. Il était pendant 2 années sans compétition, il était avec je pense avec Berkane, mais il a commencé les 3 ou 4 matchs avec l'Ittihad, il promet. Ouais. Mais là, on parle c'est l'avis du gardien de but, ouais. C'est l'avis du coach. Il voit en lui le futur gardien de but de l'équipe nationale. Il rajeunit dans son bon touche ou bien dans les tribunes. De toute façon, il est jeune, il a toute la carrière devant lui. Il y a Nahiri, que je n'ai pas vu un bon moment. Ouais. Le dernier match, j'ai vu avec le FUS, mais pour le moment, je ne l'ai pas vu. Mais à part ça, c'était les commentaires. Non, c'est les commentaires que j'ai écoutés à la radio, mais je n'ai pas eu la liste exactement. Bon, dans la liste, moi je peux vous dire, ce qu'il en sort, c'est d'abord la première convocation d'Amin Harit qui vient d'opter pour les Lions de l'Atlas. Son souhait, son rêve, c'était de rejoindre la sélection le plus tôt possible et dès ce match face au Gabon. Donc c'est fait pour Amin Harit. Le retour de Mendil. Voilà, et peut-être aussi, s'il est compétitif, la fin du casse-tête de l'arrière-gauche pour Hervé Renard. Soufiane Boufal, Youssef Nsairi reste également sur le carreau, tout comme Mehdi Carcella. Pour le reste, il est resté, Hervé Renard est resté très très fidèle à son ossature. Le retour également de Bouhaddous qui a manqué le dernier match face au Mali.
Oui. Ouais, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà pour commencer, en fait, moi je voudrais juste dire 2 mots sur les sélections de Naheri qui ne jouent pas, de Yamer, de Haddad et Ounajem, etc. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à les commenter parce que je suis convaincu que c'est des sélections un peu diplomatiques qui ne vont jamais arriver sur le terrain, à moins qu'il y ait une épidémie ou une véritable catastrophe. Ouais. Non, mais je ne parle pas de Mendy, je parle mais à un moment ou à un autre, je suis désolé, toutes les sélections du monde, ils sont obligés de prendre 23 ou 25 joueurs. Ils ne vont pas prendre que les 11 qui vont jouer. Non, Ou les 15. là on parle de 15. Voilà. Il va jouer avec 15, on les connaît dès maintenant. Les autres sont là pour des raisons diplomatiques et ils ne comptent pas sur eux. C'est-à-dire que même dans les situations où tu as besoin d'un attaquant, tu vas... Bref, j'ai déjà développé cet argumentaire, je ne vais pas revenir là-dessus et je l'accepte, il n'y a pas de problème. Maintenant, deux véritables choses qui sont impactantes sur ce qu'on va voir sur le terrain. Il y a premièrement le problème de l'arrière-gauche. Hakimi à l'envers, ça ne marche pas très bien. Et Mendy ne joue pas non plus. En club, il n'a pas fait de match. J'espère qu'on va réussir à... Zahar, lui, il joue. Voilà, il n'était pas là. Et la deuxième chose, c'est l'incorporation de Harit, comment ça va s'organiser par rapport à Belhanda et à Ziyech. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais elle est là la nouveauté qu'on attend, et elle est là la surprise et la formule qu'on attend de chez Renard. C'est Harit va jouer, ou au moins une partie du match, très probablement. On n'imagine pas avoir fait tout ça pour le poser sur le banc de touche. Et là, il y a un véritable, un petit peu casse-tête à créer, parce qu'on est quand même à 4 pour, globalement 3 postes. Quoi. C'est un petit peu la nature du boulot du monsieur, oui, sélectionneur. C'est quelqu'un qui choisit, c'est quelqu'un qui élimine. Autrement, on sait très bien ce qu'on va avoir. C'est un groupe qui est à peu près stable depuis la double confrontation sur le Mali. On connaît la charnière centrale, on connaît l'arrière droit, le gardien, on sait qu'il va être en pointe. Il y a un petit doute sur peut-être Bouheddous par rapport à Boutaïeb qui, ni l'un ni l'autre, donnent des gros buteurs. Voilà, mais globalement, on sait à quoi s'attendre. Et le reste, c'est sincèrement pour faire plaisir aux plusieurs que ça va jouer à Casa. Et c'est bien d'avoir un peu de Rajaoui et de Ouidadi sur le banc de touche pour faire plaisir aux gens. Mais globalement, on ne les verra pas sur le terrain, à moins qu'il y ait une véritable catastrophe. Même sur le banc de touche, tu ne les verras pas logiquement. Oui, alors on les verra à côté de nous. On les verra à côté de nous. Non, on peut leur dire bonjour. Non, mais c'est vrai. Le problème, c'est que pour être honnête, on est dans des éliminatoires où on est bien avancé maintenant, donc il serait un peu malvenu de critiquer avant le match. Alors pour moi, je ferai un peu comme Reda, je pense que tout est plus ou moins convenu. On sait quelle sera plus ou moins l'équipe qui rentrera, quels sont ceux qui seront sur le banc de touche et ceux qui seront dans les tribunes. Encore heureux. C'est très bien, tout ça on ne le remet pas en cause, c'est bien. On fera au bout de la 5e journée des éliminatoires, on ne connaît pas l'équipe, là il y a un problème. Du 6e match en Côte d'Ivoire. Non, mais juste pour rebondir là-dessus, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Encore heureux, pas vraiment, parce qu'on... Non. Normalement, si je te demande là de me faire les 22 Français ou Espagnols, on va avoir un débat sur 3 joueurs. Là, il y a des gens comme Carcela qui sont sur le terrain, qui disparaissent des 22. Carcela, il est rentré dans le premier match de la CAN, il a disparu, il a été décevant. On l'a revu ici, il a redisparu. C'est quelqu'un qui... C'est un fantôme. Voilà, c'est des joueurs dont on ne sait jamais quel est exactement le statut. De titulaire, il passe à non convoqué. Il y a quand même c'est des choses et qui ne sont pas forcément liées à la qualité du sélectionneur, je ne la remets pas en cause, mais à la qualité des prestations, au manque de stabilité, on n'a pas de certitude. Voilà. C'est des gens dont les performances sont sinusoïdales. Mais là où je rejoins Joël, c'est qu'on sait on sait quand même que cette équipe nationale joue comme avec un groupe de 15-16 à tout casser. Donc quand ces 15-16 sont là, il n'y aura pas de grand chamboulement. Donc globalement, ça ne devrait pas poser problème. Moi, la seule réserve que j'ai, personnellement, je ne suis pas entraîneur, donc moi c'est sur l'arrière-gauche. Moi je ne comprends pas, très honnêtement. Moi ce n'est que l'arrière-gauche, parce qu'on sait qu'à droite, il y aura certainement des rares. Non, c'est important. Mohamed Fakher est là pour c'est le drame du football marocain. Il n'y a pas d'arrière-gauche. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, Achraf Zahar est un Marocain qui a débuté sa saison avec... Je suis désolé, il est titulaire en première division italienne. Où ça? Benevento qui vient de monter, mais c'est une première division italienne. Comment tu as vu de matchs de Benevento? J'ai vu les 3 matchs. C'est comme un... Tu rentres chez toi, c'est le nom d'un magasin de glace. Chaque fois qu'il y a des Marocains, je regarde. Le glacier italien Benevento. Mais je regarde. Je suis désolé. Au moins lui, le défenseur des causes perdues. En quelle couleur il joue Benevento? C'est Bariolé. Mais lui au moins titulaire. Hatchiré pour les joueurs de la diaspora. Mais Mendy, quoi, c'est 2-3 matchs en CFA. C'est tout. Moi, je vais être honnête intellectuellement. Qui est potable. Donc ça va. Non, juste honnête, tel intellectuel, je n'ai pas vu Lazare, je n'ai pas vu Mendy, donc je ne vais pas en parler. Moi aussi. Donc ce problème, Mohamed Fakher, des arrière-gauches, parce que on parle maintenant des arrière-gauches les plus compétitifs dans la Botola Pro Maroc Télécom. C'est des pas tout jeunes encore. C'est comme moi je pense. Aït Khorsa n'est pas tout jeune. Aït Khorsa, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui jusqu'à maintenant? Aït Khorsa, tu le vois sélectionnable? Non mais je vais parler. Non.
ce que tu fais, il fait partie des meilleurs arrière-gauche qui sont au Maroc. Au-delà de ça, si je peux me permettre, je vous trouve d'un peu de mauvaise foi de M. Jalabou Zarara. Parce qu'aujourd'hui, la sélection ne peut pas savoir s'il est sélectionnable ou pas. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'arrière-gauche disponible pour jouer en équipe nationale, je dis que c'est faux. Aujourd'hui, tous les clubs ont des arrière-gauche et certains. Et tous ne sont pas vieux. Oui, Jbira, effectivement, a avancé dans l'âge. Oui, Karouchi a disparu des radars. Mais je suis désolé, il y a une certaine relève. Peut-être qu'elle n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer en équipe nationale. Mais je suis certain qu'un véritable arrière-gauche de métier, qui a 23-24 ans, sera toujours meilleur qu'un jeune arrière-droit qui a 18 ans, qui n'est même pas titulaire ni à droite ni à gauche. Après la leçon, le moi, football. Je propose rien, je ne suis pas sélectionneur. Non. Mais Amine, ton avis Amine, mon avis, je pense juste qu'en se faisant un peu la tête, un Hamza Mendy qui manque de compétition, ou un Achraf Hakimi qui est arrière droit, il y a mieux, on peut trouver mieux, je pense. En tout cas, un carton, parce qu'après la leçon d'il y a quelques semaines, j'aurais payé les pizzas, j'aurais pas eu le carton. Non, bah oui. T'as pas payé les pizzas. Donc, après la leçon de football, c'est un sport qui se joue à 11. On a appris aujourd'hui, grâce à Amin Rahmouni, que toutes les équipes marocaines ont un arrière-gauche. Et on a appris grâce à Janel que tous les arrière-gauches du Maroc sont vieux. Non, moi je pense par exemple. C'est ce que tu dis, la plupart, c'est pas ce qu'il a dit, Mohamed ? Non. Non, j'ai dit. Non, pas du tout ce que on t'a vendu. La parole. Tu vas prendre un rouge. Voilà, merci. Tu continues comme ça, tu vas prendre un rouge. Amine, donc, je disais, Mohamed, quel regard d'abord sur cette question d'arrière-gauche, parce que effectivement, c'est un problème que cette sélection marocaine a depuis quelques temps maintenant. Oui, mais si lui, il est sélectionneur, s'il ne trouve pas d'arrière-gauche, en général, on prend un arrière latéral qui est droitier qu'on le met sur le flanc gauche. Mais c'est un handicap, dans la mesure où, sur ce flanc gauche, il se rabat toujours vers son pied droit. C'est-à-dire il revient vers les adversaires. Quand il y a un renversement de jeu, au lieu d'aller vers la verticalité et de ne pas laisser le temps au bloc équipe qui était à gauche de glisser, il revient vers eux. Et là, ça ne part pas dans la verticalité. Mais s'il n'a pas d'autre alternative, il prend un arrière latéral qui le met dans... Parfois, on prend un arrière central et on le met sur le côté. À un moment, on a mis Fdal qui est gaucher. Et Romain Seyss aussi. La France, l'équipe de France championne. Et puis, il n'y a pas longtemps, on se plaignait. À droite. On ne connaissait pas l'équipe qui va jouer. On se plaignait, on ne sait pas qui va jouer. Dans le temps, on connaissait qui va jouer. Maintenant, on sait plus ou moins, à 80%, 90%, l'équipe qui va jouer. C'est bien. Donc, dans une équipe nationale, c'est toujours 13, 15 jours. Ça tourne autour de 13-15 jours. Et puis, tu as 7 ou 6 qui sont là, ils attendent leur tour, etc. Et qui s'apprennent aussi de l'ambiance, du maillot, des stages de l'équipe nationale. C'est aussi, il élimine. C'est pas, il sélectionne. Il sélectionne 23. Mais il y a 36 millions de Marocains. Le nombre qu'il a éliminé. Voilà, exactement. Et de sélectionneurs. Plus de 36 millions, on a surtout des grands entraîneurs qui pensent que tous les gars à gauche du Maroc sont vieux. Non, mais c'est pire. Franchement, Amine, ce problème, je ne veux pas qu'on passe toute la première partie de l'émission sur l'équipe nationale. Il y a ce souci, effectivement, on en a tous parlé. On a bricolé lors des 2 derniers matchs avec Achraf Hakimi. Même Mendil, c'est du bricolage. Même Mendil, c'est du bricolage. Achraf Hakimi, c'est 2 problèmes. C'est un jeune arrière droit qui n'a pas d'expérience du haut niveau, qui joue en Afrique, arrière-gauche. C'est-à-dire que tu cumules tout. Ni tu as l'expérience, ni tu as l'expérience du poste, ni tu as l'expérience du contexte, ni tu as l'expérience du niveau. À un moment, ça devient un peu compliqué. Mendil, il fait une Coupe d'Afrique correcte, mais c'est très, très tendre, Mendil. Voilà, donc... C'est blessé, surtout, ça revient à peine depuis 2 matchs. Non, mais même quand il n'était pas blessé, je veux dire, c'est pas Marcelo, quoi. On le saurait. Ça, c'est pas Marcelo. Alors, parlons maintenant de l'équipe du Maroc qui aura son match. C'est prévu le samedi 7 octobre à Casablanca. Le grand retour à Casablanca des Lions de l'Atlas. Ça, c'est une bonne nouvelle, Mohamed. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais il faut bien que le public soit derrière l'équipe nationale. Ouais. Non, mais mais après 15-20 minutes, quand ça ne tourne pas, je connais le public casablancais, quand ça ne tourne pas... Mohamed, je tenais les tribunes quand tu étais sur le banc de touche. On a tenu 90 minutes très souvent. Très souvent. Très souvent. J'étais derrière toi. Très souvent, on est resté 90 minutes. Ne me dis pas ça. C'est pour l'équipe nationale,
il faut se poser la question de savoir pourquoi il est là, la question. Pourquoi le WAC et le Raja ou même ils sont là derrière leur club. La question. Honnêtement, je pense que ça va tenir. Moi, je pense que ça va tenir. Parce qu'on parle de qualif à la Coupe du Monde. Les derniers souvenirs qu'on a par rapport à ça, c'est quand même les matchs contre la Zambie. Quand on va en le 10 octobre 1993. 13 exactement. Et en 97, quand. Je n'oublierai jamais cette date. Effectivement, quand on va à la contre le Ghana. Contre le Ghana, effectivement. Tu vas loin. Oui, je vais loin, mais bon, ce sont nos derniers gros souvenirs. On n'était pas loin d'aller en Coupe du Monde et où l'équipe a été portée. Tout a changé depuis. Mais je ne pense pas que notre état d'esprit a changé. Je pense qu'aujourd'hui, on portera cette équipe nationale jusqu'au bout. Tout a changé. Y compris l'état d'esprit. Je suis persuadé aussi que le complexe Mohamed V fera le plein. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas être pessimiste comme l'a été lors de la dernière édition de notre émission Le Club. Notre équipe nationale est très difficile à manier. Comment ? Notre équipe nationale est très difficile à manier. Il crée beaucoup de problèmes au club. Il presse très haut, il y a un état d'esprit exceptionnel et il presse très haut. Il ne laisse pas l'adversaire jouer. Et ils ne prennent pas de but, parce que cette équipe du Maroc n'a pas pris le moindre but depuis le... Ils défendent bien. Il y a des lacunes au niveau offensif. Voilà. Nous ne marquons pas beaucoup de buts, mais ils sont très, très difficiles à manier. Ouais. Ils créent beaucoup de problèmes avec l'appui du public. D'où ces 3-0-0. Voilà. D'où les 3-0-0. Hormis le match contre le Mali, on met 6-0. Par la suite, on n'a pas beaucoup marqué non plus. 3-0-0. C'est au niveau de la... marqué du tout. Au niveau de l'attaque. Ouais. On ouvre maintenant, mes amis, rapidement, parce qu'on a plein de sujets à voir ensemble. La Ligue des Champions en Europe et puis la Ligue des Champions en Afrique. La qualification du Wydad pour les demi-finales. Ça sera vendredi, le match aller au stade du 5 juillet à Alger. Voilà. À 17h. Voilà, à 17h, à 18h heure algérienne. À quel match peut-on s'attendre? L'équipe du Wydad qui a vraiment renversé la situation, parce que ça paraissait compliqué face à cette équipe de Sandhausen. Compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils reviennent rapidement au score parce qu'ils perdent l'aller 1-0. Ouais. Après, effectivement, Red en parlera mieux parce qu'il était sur le terrain. Ils me font une bien meilleure première mi-temps qu'une seconde mi-temps. Après, bon, je pense qu'on va pas s'attarder là-dessus, mais bon, ça va au péno. Ça se joue sur des pénaux ratés de la part des Sud-Africains. Maintenant, on peut tricoter la chose comme on veut. Ce club-là est en demi-finale de Ligue des Champions africaine 2 années de suite. Donc c'est louable. On peut avoir toutes les réserves qu'on veut sur la manière de jouer. J'en ai 1 million des réserves. Je pense qu'une émission ne suffira pas. Mais voilà, à moins de faire la fine bouche, que veux-tu que je te dise? Une demi-finale de filet, mais j'espère qu'ils vont confirmer tout ça en Algérie dès vendredi prochain. Reda? Non, pour moi, c'est une équipe qui a vraiment deux visages. Hein. On a l'impression qu'ils sont en courant alternatif. À l'extérieur, c'est un peu frileux. On a l'impression qu'ils... Voilà, à domicile, ils ont réussi à mettre cette intensité à de nombreuses reprises contre l'Ahli, samedi dernier. Même si techniquement, il n'y a pas une grosse construction, mais sur l'intensité, sur l'envie, sur la hargne, sur la présence dans les contacts, ils savent faire ça. Voilà. Il va falloir peut-être essayer d'être un peu plus ambitieux à l'extérieur, parce que c'est pas évident que tu arrives systématiquement à renverser les situations quand tu marques jamais à l'extérieur. Voilà. Donc je pense, quand tout ton plan de jeu est basé sur le 0-0 et qu'en l'occurrence tu craques un peu, il va y avoir une grosse pression à Alger. Il va falloir s'attendre pour la première fois à quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a à Casa. C'est à Casa l'autour. J'espère en tout cas pour... et même la finale, voilà. Il va falloir s'attendre. Le retour, ils le feront à Casa. Pour la première fois, il va y avoir une pression similaire des deux côtés de l'aller et de retour. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu être plus ambitieux à l'extérieur et pas attendre systématiquement de renverser à coup de niaque le retour. Être un peu plus efficace devant, parce que voilà, c'est Heidi qui te sort d'une situation qui n'est pas un joueur à vocation offensive. C'est Heidi qui te sort de beaucoup d'occasions. C'est son métier, c'est un box-to-box. Il doit arriver dans la surface et faire après, j'avais pas envie de m'étaler sur le match-là, mais bon, maintenant, ce club-là ne se crée pas beaucoup d'occasions, parce que, voilà, par un régime qui est très remuant, le Haddad, c'est très mauvais dans la finition. Le Wydad joue quasiment sans avant-centre, parce que, bon, ça serait bien que quelqu'un nous dise ce monsieur Dao qui est très pas un attaquant de pointe. On ne connaît pas son poste. C'est pas un ailier, c'est pas un avant-centre, c'est pas un numéro 10 à l'ancienne. Donc ça serait bien qu'on lui trouve une place sur ce terrain-là. Donc ça serait bien qu'au niveau de l'animation offensive, il y ait un peu plus de travail, ou du moins un peu plus de rendu, parce que pour l'instant, c'est pas très glorieux. Mohamed, comment tu juges la prestation du Wydad et ses ambitions aujourd'hui dans cette compétition? D'abord, félicitations aux Wydad qui sont déjà en demi-finale, c'est la deuxième année d'affilée. C'est pas donné à tout le monde. Deux, je pense qu'il y avait trop de pression sur les joueurs, sur le staff, sur les dirigeants, etc. Avec 2 défaites, une à domicile en championnat, 3-1 contre le FUS et 1-0 à Pretoria.
ils sont très fragiles, ils voyagent très mal le WAC. Ils n'arrivent pas à avoir des points à l'extérieur et de marquer au moins un but à l'extérieur. Là, c'est là où ils sont un peu fragiles. Mais il y avait trop de pression et puis je me mets à la place du staff. Tu penses à quoi? Tu penses à ne pas encaisser un but chez toi. Si tu encaisses, tu es mort, ça va être difficile. Donc, ils pensaient d'abord, et les consignes étaient données pour, attention les gars, il ne faut pas encaisser. Ils ont pu marquer très rapidement, revenir, même s'ils avaient marqué un deuxième but. Vous avez le même stress. C'est le même, s'ils encaissent un seul but, c'est fini. Parce qu'ils n'ont pas marqué à l'extérieur. C'est fini. Donc même à 2-0, c'était pas gagné. Donc il y avait beaucoup de pression. Et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup plus un peu fermé le jeu. Et puis, ils disaient, au moins qu'on ne puisse pas encaisser ce but, parce que ça va être l'élimination. Donc entre élimination et plaire footballistiquement, je préfère me qualifier. Ah oui, c'est clair, mais il est en demi-finale, c'est certain. Maintenant, tu as pu aussi remarquer qu'en face, ce n'était pas des faiseurs de guerre non plus. Hein. Cette équipe sud-africaine, c'est pas non plus, c'est pas l'Ehli, c'est pas non plus les équipes tunisiennes. C'est très moyen, c'était de faibles armes. Cette équipe du Wydad n'a pas non plus eu des surfroides. Le problème chez le WAC, ils voyagent très mal. Tu te rappelles Zamalek 4-0, jamais vu. Quand, à chaque fois qu'ils sortent, la majorité des cas, ils perdent. Donc, il ne faut pas qu'ils perdent. Il faut qu'ils marquent au moins un but à Alger. Mais à Casa, je pense, avec le merveilleux public du Wydad, ils sont derrière, ils vont pousser, même si l'handicap le plus gros, c'est ne pas avoir un avant-centre. Perdre 2 avant-centres de la trempe de Jebor et Ondama, les perdre et surtout ne pas les remplacer. Le nouveau venu, il s'adapte, il est venu, il n'a pas joué de match championnat, je pense. Directement dans le jeu. Il a joué contre Fès. Il joue quel poste d'ailleurs? Très sérieusement, moi je l'ai vu avant-centre. Avant-centre, il n'est pas de la trempe de ces 2 joueurs, du calibre des 2 joueurs. Mais ils sont en demi-finale. Ils sont en demi-finale et le FUS, le Wydad de Casablanca n'est pas le seul club à se qualifier pour la 2e fois de suite. Il faut s'en réjouir et s'en féliciter pour les demi-finales d'une compétition continentale. Le FUS de Rabat également, même scénario. À l'envers, voilà le FUS qui avait gagné à domicile lors du match aller 1-0 sur un penalty, et puis un penalty qui a permis au CS Sfaxien de revenir dans cette rencontre, et c'est au tir au but que le FUS a remporté cette qualification avec 5 tireurs qui ont réussi leur tir au but. Ça veut dire qu'il y a du boulot derrière. Voilà, exactement, voilà. Ça fait partie des choses qui permettent de mesurer le sang-froid d'une équipe. Moi, je déteste quand on parle de loterie pour les tirs au but, parce que pour moi, c'est du pur football, c'est du pur sport. C'est un geste technique. C'est un geste technique avec des nerfs, un état de fatigue, la gestion de ton physique, la gestion de ton mental, un adversaire, un ballon et un but. Donc, je ne sais pas où est la loterie, parce qu'avant, il faisait effectivement la loterie. Il dit lancer une pièce. Voilà. Donc, c'est maîtriser ce geste. Non, mais c'est vrai, maîtriser ce geste est un signe d'un bon niveau. Ils l'ont montré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et il faut arrêter avec cette loterie. Ils ont su gérer le match retour intelligemment. Parce que c'était un non-match des 2 équipes. Walid, il était intelligent. Dans son interview ici, qu'est-ce qu'il avait? Il a dit que je vais marquer là-bas. Et la hantise des Tunisiens, c'était quoi? De ne pas encaisser. Donc attention, ils vont venir attaquer. Donc ils se sont un peu retranchés. Il y avait des consignes beaucoup plus défensives pour qu'ils ne encaissent pas ce but fatal. Et ça a joué dans la tête et du staff technique et des Tunisiens. Et ça a permis au FUS de souffler. Parce qu'ils n'étaient pas euphoriques comme ils sont le Tunisien, à aller vers les buts, etc., à jouer dans la verticalité. Donc eux aussi, ils attendaient le FUS les attendait. Et c'est ce qui a arrangé le FUS. Un non-match, la seule occasion de but nette, elle était pour le FUS. Ils l'ont raté. Mais ils ont laissé le match très monotone, là, jusqu'au penalty.
En tout cas, un match de foot, ça se gagne également dans une salle de conférence de presse. Je salue vraiment les interventions de Walid, c'est pas parce que c'est un ami. Je trouve que c'est très intéressant la façon dont il joue un peu des armes psychologiques, qui met la pression, etc. Y compris en championnat, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde, mais ça apporte vraiment une nouveauté. Enfin, il y en a d'autres. Mohamed en faisait partie aussi des armes psychologiques dans les interviews et les messages subliminaux via les. Non, mais c'est vrai. Et ça fait partie de la panoplie d'entraîneurs. Sauf que chez nous, comme on est plombé de langue de bois et de swab khaoui, si j'ose le dire, on oublie. Mais ça fait partie du foot. Et marhaba, enfin, bienvenue à ces armes, quoi. Ça fait partie de. Mourinho fait ça la moitié du temps. Ça fait partie du sport. Mourinho est un spécialiste, mais bien sûr. Les grands boxeurs également. Le plus grand. Voilà, le plus grand. Mohamed Ali et Lille qui communiquaient également. Le FUS, ils ont une demi-finale très compliquée. Avec le déplacement, le FUS qui a joué ce mardi donc, en match aller de la Coupe du Trône, match nul 0-0 face au Raja, qui se déplace ce mercredi à Lubumbashi. Et on sait très bien, c'est très compliqué de ramener un résultat, un bon résultat de Lubumbashi. Le Wydad l'a fait. Le Wydad l'a fait, voilà, exactement. L'équipe de Lubumbashi vient de gagner son match 5-0. Voilà, exactement. Une équipe qui est au moins offensivement en forme. Juste, tu parlais du 0-0 de coupe contre le Raja. C'était le Raja qui recevait, voilà, même si c'était à Rabat. C'est important de préciser parce que c'est pas facile à le Raja qui a reçu au complexe Moulay Abdallah de Rabat la formation du FUS qui, elle, recevra au stade Moulay Hassan lors du match retour l'équipe du Raja de Casablanca. Restez avec nous, les amis, on va se retrouver dans quelques instants pour cette fois, c'est promis, parler de Ligue des Champions en Europe. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club consacré exclusivement cette fois à la Ligue des Champions en Europe, les matchs de cette soirée et puis les rencontres de ce mercredi avec en vedette le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern de Munich. On va commencer par le choc de cette soirée, le match le plus attendu, celui qui opposait le double tenant du titre, le Real Madrid, à la formation du Borussia Dortmund. Le Real n'avait jamais gagné sur la pelouse de l'Iduna Park de Dortmund. C'est fait, une victoire 3-1 pour les Madrilènes. On s'inquiétait un petit peu pour le Real, auteur d'un début de parcours assez moyen en Liga, mais dans des grands matchs, on a retrouvé le grand Real. Bon, je pense que les plus forts ont gagné. Ils ont commencé peut-être un championnat un peu comme le Bayern aussi, une entame un peu difficile, mais je pense que l'équipe du Real en Champions League, c'est une autre équipe. Ce n'est pas l'équipe de la Liga. Donc ils se comportent bien, ils se créent d'énormes occasions, confiants, conquérants. Ils pouvaient marquer beaucoup plus. Surtout en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, ça s'est un peu plus ou moins équilibré. Il y avait une balle d'égalisation dès l'entame de la deuxième mi-temps pour Dortmund qu'ils ont raté, et puis après, le Real a déroulé. On a retrouvé le Real qui a déroulé, on a retrouvé aussi Cristiano Ronaldo, c'est même un petit peu lié, je pense, non ? Oui, non, c'est clair. Et puis surtout, ce match-là, l'intérêt, à mon sens, c'est qu'il démontre parfaitement, comme mon ami Reda dit souvent des bêtises. C'est quand il dit que les matchs de poule sont des matchs indigents, pénibles. Je vois sortir. Voilà. Il ne faut pas agresser mon sponsor. Il n'y a pas d'agression. Il ne faut pas agresser mon sponsor ce soir. C'est une démonstration d'affection par rapport à Reda quand il dit ce genre de choses. Non, mais très sérieusement, quand il dit que les matchs de poule sont des matchs indigents et pénibles à suivre, c'est pas vrai. Ce match-là nous a fatigués par son intensité. Je n'ai pas dit qu'ils étaient indigents et pénibles à suivre. Tu écoutes très mal en plus d'être injuste. Tu dis qu'ils sont inintéressants, maintenant je vais finir. J'ai dit qu'ils sont dénués du moindre intérêt voilà, sportif. C'est pas vrai. Voilà. Il y a eu l'intérêt. C'est un super match. Déjà, l'intérêt, c'est un super spectacle. On a pris pendant plus d'une heure et demie un plaisir fou à regarder ce match-là. Ça nous a épuisé avec Mohamed physiquement. Parce qu'on n'a pas le corps pour pouvoir suivre une intensité pareille. Moi, je pense que c'est plutôt... Parce qu'on l'avait ensemble. Moi, je pense plutôt que c'est les 5 pizzas qui t'ont épuisé. Aussi. Et puis surtout, là, comme Mohamed dit qu'on retrouve Cristiano Ronaldo, c'est vrai, parce qu'en début de match, on se plaignait que Ronaldo frappait au but à tout va, que c'était un joueur égoïste. Ben, c'est un joueur qui, à la fin de chaque match, finit avec 1 ou 2 buts. Là, il met donc 2 buts sur 3, avec un 3e but magnifique de Bale. Donc, mais là, effectivement, ce qu'il en ressort, c'est une équipe qui est tactiquement parfaitement au point. Tu as bien vu hein, sur les pertes de balles, quand ils repartent en contre-facé. L'égoïsme, c'est un défaut. C'est une qualité pour un avant-centre d'être un peu égoïste.
Il a tiré, surtout en première mi-temps, il cherchait beaucoup à marquer parce que la presse l'a un peu titillé. Il a 18 tirs, pas cadré, etc. Là, il voulait revenir. Mais en fin de rencontre, Cristiano va toujours manquer. Il est très puissant, très rapide, il va dans la verticalité et en plus, il défend rarement. Surtout sur les balles arrêtées, oui. Là, il est beaucoup plus frais. Et en fin de rencontre, dans les 20-15 dernières minutes, les 10 dernières minutes, il y a une fatigue. Et il y a plus d'espace. Et c'est ce qu'il veut. Quand il y a de l'espace, il est très puissant, très rapide. Et là, il est toujours. Mais tu mets le point sur le doigt, pardon, sur un point. Non, mais c'est vrai, en plus de ce que vous avez dit, qui moi m'impressionne, c'est la fraîcheur physique du Real en fin de match. Pas seulement sur ce match-là, mais sur énormément de matchs décisifs, des finales et demi-finales, où Ramos marque à la 92e, où Marcelo cavale comme un lapin, comme un junior en fin de match. Où Ronaldo est décisif malgré l'âge. Moi, je le redis, un jour, on va comprendre la préparation physique de ce Real. Et je pense que c'est Zidane qui les a fait beaucoup progresser là-dessus. C'est Pintus. Voilà, exactement. C'est Zidane qui l'a ramené. Voilà, exactement. Et là, je pense, alors vous avez parlé tactiquement, ils sont super en place. L'état d'esprit, il est extraordinaire. Techniquement, ils sont supérieurs à leur adversaire direct à tous les postes. Voilà. C'est une équipe qui attaque bien, qui défend bien, qui passe de l'un à l'autre très facilement, avec une super verticalité. Ça, on l'a dit. En plus de ça, il faut rajouter, il y a un côté, j'écrase physiquement mon adversaire en fin de match, qui est quasiment systématique. Là encore, on est en septembre, ou la fin du mois de septembre. Le forme n'est pas encore. Non, voilà, c'est pas spectaculaire. Mais en mars, là, ils étaient obligés de le faire aujourd'hui. Limite, ils étaient obligés de le faire aujourd'hui par rapport à leur début de saison compliqué. Donc il fallait qu'ils disent on est toujours là, c'est pas fini. Mais même dans le groupe, Tottenham roule très bien aussi. Donc par rapport à la suprématie du groupe, parce qu'il vaut mieux finir premier que second, ils avaient peut-être limite obligation de gagner ce match-là, sachant que Tottenham est allé gagner par la suite aussi à l'extérieur. À Nicosie, 3-0, un triplé de Kane. Sur ce match, Dortmund commence par presser haut, il gratte 2-3 ballons, il y a des situations dangereuses, peut-être pas des occasions, mais globalement on sent bien qu'il les presse, le Real a du mal à sortir, ça dure 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, ils ne marquent pas, et après ils se prennent la vague blanche, la marée blanche pendant tout le reste du match. Voilà. Il y a un petit équilibrage en deuxième mi-temps, mais globalement... Il y a un déséquilibre chez le Dortmund. Sur 2 mois, ils ont encaissé 6 buts. 6 buts, en Ligue des Champions. Donc c'est une passoire à ce niveau. Et au niveau du Real, ils ont un joueur sur le banc de touche qui peut à tout moment renverser la vapeur. Quand Marco Asensio il rentre, il est aussi rapide, très bon balle au pied. Non, mais en termes d'effectifs, c'est incroyable. Le danger il a plus d'espace, donc ça va être très difficile de contrer le Real, surtout en fin de match. Autre résultat donc, dans ce groupe, comme le disait Amine à l'instant, donc ils sont à égalité, 6 points pour Tottenham et pour le Real Madrid qui vont d'ailleurs s'affronter dans une double confrontation lors des 2 prochaines journées. Étonnant le faux pas de l'équipe de Monaco. Monaco qui a lourdement chuté, cette équipe quasi portugaise, l'équipe de Monaco, avec tout son staff, avec plein de joueurs lusitaniens et qui a lourdement chuté face à Porto. C'était un match amical. Voilà, exactement. C'était surtout un remède des finales. Des finales qui à l'époque avaient été gagnées en 2004, il me semble. La finale 2004. La finale 2004 gagnée par Mourinho. José Mourinho. Sur le banc de Porto, oui, effectivement, c'était contre Roten, Evra, Jouli, me semble. Et Deschamps sur le banc de touche. Et Deschamps sur le banc de touche et Ludovic Jouli. Je me rappelle à Monaco. Oui, étonnant parce que Monaco fait un super début de saison en France avec Paris. Je crois qu'ils sont à un point, c'est tout. Donc oui, effectivement, étonnant. Maintenant, je pense qu'on va encore se répéter en le disant, cette équipe de Monaco. À ce niveau, ils ont perdu un très très bon joueur. Oui, mais pas seulement. C'est ce qu'on disait tout le temps ici, c'est qu'ils ont une capacité à se régénérer. Lequel ? Même tous les ans en perdant des joueurs. Ils ont perdu plusieurs. Là, surtout Mbappé, ils ont perdu Mbappé. Ils ont perdu aussi Bernardo Silva qui est à Manchester City. Ils ont perdu l'arrière-gauche Mendy qui est parti à City. Moi, je comprends quoi quand tu joues à ce niveau, quand tu joues une Champions League. Tu la joues pas tous les dimanches. Donc quand tu es champion... C'est mercredi. Il a joué mercredi ou mardi, pas le dimanche. C'est le match. On peut Ce dimanche, voilà, ce dimanche, on joue samedi. Les amis, il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle aussi des affiches
des affiches de ce mercredi, avec notamment le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Le PSG qui s'est offert Neymar pour franchir un cap en Ligue des Champions. Le Brésilien et sa nouvelle équipe passent leur premier gros test de la saison face au Bayern de Munich. PSG Bayern au Parc des Princes. L'affiche semble parfaite pour jauger ce nouveau pari, mais la préparation de cette clinquante rencontre a été polluée par les bisbilles entre Edinson Cavani et Neymar. On retrouve à Paris notre consultant pour le football français, Hervé Penaud. Bonsoir Hervé. Oui, évidemment, ce sera le premier gros test de la saison pour voir ce qu'est capable de faire le Paris Saint-Germain au niveau du Bayern. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le Bayern de fin de saison, attention. Il va falloir toujours relativiser la performance du Paris Saint-Germain s'ils réussissent une grosse performance. Mais pour ce PSG-là, pour les actionnaires, évidemment qu'ils se sont dit c'est déjà le premier match, le premier gros test contre ce qui se fait de mieux en Europe avec le Real, avec Barcelone. Donc aujourd'hui, c'est histoire de juger s'ils arrivent à faire une grosse performance, c'est de marquer un petit peu le coup, dire à l'Europe, bon, l'Europe le sait de toute façon que le Paris Saint-Germain est l'un des candidats à cette Ligue des Champions, mais de le marquer, de le marteler un petit peu plus fort encore en disant, bon voilà, le message est passé, Paris est là pour remporter cette Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas toujours fini premier de leur groupe ces dernières années. On se souvient que Real était devant une année. Donc ça veut dire aussi que Paris a besoin de s'imposer contre ces gros de la Ligue des Champions et le Bayern vient à point nommé au Parc des Princes pour le premier gros test. Après déjà une grosse performance au Celtic. Donc voilà, là aujourd'hui, il y a tout pour venir signer un petit peu une belle victoire et dire voilà, ça y est, voilà le projet. Pourquoi on a acheté Mbappé? Pourquoi on a acheté Neymar? Et ben vous voyez, ça fonctionne déjà contre le Bayern de Munich. Voilà, donc le Bayern de Munich qui arrive à point nommé, c'est le premier véritable test pour Paris, parce qu'on est sûr que Paris va être champion de France. Non. Par contre, vous n'êtes pas d'accord, mais ce n'est pas grave. L'équipe du Paris Saint-Germain qui se voit offrir le premier véritable adversaire, en tout cas maintenant, du calibre de cette formation du PSG qui s'est beaucoup renforcée cet été. Oui, mais ils ont devant eux une équipe comme le Bayern qui a fait une très mauvaise entame du championnat eux aussi. Ouais. Et puis il y a la grogne du public envers Ancelotti. Donc c'est un match très très difficile pour les deux équipes. Ils n'ont pas intérêt à perdre le match, le Bayern, parce qu'ils vont rentrer dans une crise difficile. Le PSG, ils ont cassé la tirelire pour avoir presque 2 ou 3 bons joueurs, les meilleurs du monde. Donc, ils sont dans l'obligation de gagner à domicile pour ne pas compliquer dans leur groupe, leur classement. Donc, ça va être un match très difficile pour les deux équipes. Un match difficile pour les deux équipes, et comme on le disait tout à l'heure, un match, ça se gagne également dans la salle de presse. Un petit tour justement par les salles de presse du Parc des Princes avec Unai Emery qui évoque justement ce nouveau statut de son club, le Paris Saint-Germain. Unai Emery. Parce qu'il voit que cette équipe, il va sérieuse. Il fait, avec les joueurs qu'il a achetés les années antérieures et aussi cette année, il fait un pas pour être et pour avoir l'opportunité de faire un chemin aussi avec les candidats pour gagner la Champions League. C'est un processus, c'est une exigence, mais aussi pour les autres équipes, nous sommes aujourd'hui les ennemis sportifs. C'est pour ça que parler plus de cette équipe, c'est quoi, c'est bon. Après, voilà, donc le PSG est là. Non, moi, en tout cas, j'ai vraiment incompris. Il y a un message subliminal que j'ai compris, c'est qu'il voudrait bien se retirer l'étiquette de club qui a beaucoup acheté pour gagner la Ligue des Champions et la mettre sur la tête du Bayern. Eux aussi, ils ont beaucoup acheté les dernières années. Bon, sur l'histoire du test, je ne suis pas tellement d'accord. Enfin, test, oui et non. Test sans conséquence, parce que globalement, voilà, l'équipe qui perdra aujourd'hui sera très probablement. Mais on ne parle pas d'un point de vue comptable, Reda, mais d'un point de vue plutôt en termes d'image. Voilà, le PSG sort dans le seul test qu'il y aura, c'est quand il y aura penalty. C'est tout. Et on verra qui c'est qui va le tirer. Voilà. Parce que c'est là où on verra s'ils ont résolu leur problème de vestiaire. Parce qu'il reste encore pas mal de tours de Ligue des Champions. Ils n'ont fait qu'un seul match. Le Paris a gagné le 5-0. Le Bayern aussi. Donc je pense que ce sont les deux équipes qui vont passer au deuxième tour. C'est quasiment une certitude. Voilà. On peut ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, à part les pénaux et les coups francs et l'entente entre les deux bonhommes qu'on voit ici,
Je pense pas qu'il y ait Après, mais vous ne trouvez pas, les amis, trouvez pas, les amis, par exemple, qu'une lourde défaite du Paris Saint-Germain pour son premier, le projet Paris Saint-Germain, on va être champion d'Europe, pour son premier véritable test face à un ogre européen, un ancien champion, ça n'a aucune importance, ne serait-ce qu'en termes d'image. Je ne parle pas d'un point de vue comptable. Parce qu'aujourd'hui, on suranalyse les images. Mais globalement, si à la fin de l'année, si à la fin de l'hiver plutôt, les deux équipes passent en 8e, voilà. Ce sera le cas. Oui, bien sûr, ce sera le cas. Sur la brouille entre le Neymar et Cavani, je trouve quelque chose d'indécent dans le foot d'aujourd'hui, dans cette façon que les joueurs ont de protéger leurs statistiques personnelles sans se cacher. C'est-à-dire qu'avant, on savait qu'il y avait des joueurs qui jouaient plus pour leur gloriole que pour celle de l'équipe. On le sentait, mais c'était un peu honteux. C'était quelque chose qui était un peu caché. C'était pas quelque chose qu'on affirmait haut et fort devant les caméras en disant « je veux le ballon d'or, je veux être meilleur buteur, je veux tirer les pénaltys ». C'est très bizarre. Moi, je suis un peu déstabilisé dans cette nouvelle donne. Normalement, ça doit être tranché dans les vestiaires. Voilà. Et là, on sent bien que il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. On sent bien que Neymar est plus fort que Cavani, bien sûr. Que Neymar est aussi plus fort que Emery. Neymar est plus fort que le PSG. Neymar mais c'est assez étonnant. Neymar est un peu dans la situation avec le PSG. C'est un peu la situation qu'a l'équipe du Maroc quand elle ramène un binational qui se croit plus fort que l'équipe du Maroc. Et on a eu ça. Oui, on a eu ça. On a eu ça. Et là, il va falloir mettre de l'ordre parce que. Qui n'était pas encore né. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les vestiaires, mais ils ont intérêt à avoir une institution très forte pour résister à la tornade Neymar. Moi, je suis à la fois d'accord, mais pas surpris, dans le sens où je trouve que le foot a tellement changé qu'aujourd'hui, tout est question de stats, tout est question d'argent, tout est question de business. Aujourd'hui, quand on sait par exemple qu'un Cavani... Affreux ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est affreux. Oui, bien sûr que c'est affreux, mais aujourd'hui, il faut juste s'en contenter parce que c'est le cas. Aujourd'hui, un Cavani, par exemple, a une clause dans son contrat où il prendra 1 million d'euros s'il finit meilleur buteur. Et pareil, c'est pas sûr, parce qu'on a tout entendu qu'il aurait déjà eu ce million d'euros, mais il fallait qu'il laisse... Non, ça par contre, c'est pas vrai. Mais dans le contrat, apparemment, ce sont juste des primes de stats, ce sont juste des primes de rendement. C'est pas choquant. Oui, non, bien sûr, mais après, c'est choquant parce qu'aujourd'hui. C'est pas choquant, tu as un avançant, tu lui dis si tu me marques 40 buts. Après, dans le jeu, effectivement, tu es en demi-finale de Ligue des Champions. Neymar prend 1 contre 1, par exemple, avec Cavani. Oui. Est-ce qu'il la donne ou est-ce qu'il essaie de la mettre lui-même? Ben voilà, tout est là. On est à la limite. On a les limites. C'est ce que j'avais on en a parlé, Reda, de ça, on en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, tu n'étais pas là. Donc aujourd'hui, on va poursuivre nos débats sur le conducteur, sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Et parmi ces sujets aussi, donc on a écouté Unai Emery, on va refaire un petit tour par la salle de presse pour Carlo Ancelotti, cette fois qui évoque certes un match prestigieux, ce choc contre le PSG, mais loin d'être décisif. Il est d'accord avec nous tous ici. L'entraîneur italien du Bayern de Munich qui affirme qu'il ne voit pas de favori pour cette confrontation. On l'écoute. Je pense qu'il n'a pas une équipe favori. Il a 2 équipes qui sont avec différentes caractéristiques de jeu. Et on va jouer et on va voir qu'est-ce qui passe. Je pense qu'on a une claire stratégie qu'on veut faire et on va voir si on est capable d'utiliser notre stratégie de jeu. Voilà, pas de favori. Je pense que c'est une manière de dire que c'est un match difficile, mais autrement. Il dit qu'il n'y a pas de favori. Ouais. C'est une manière de rien dire, c'est un robinet. Non, mais il te dit qu'il n'y a pas de favori. C'est-à-dire que c'est un match difficile où tout peut arriver. Et c'est un match spécial pour lui, parce que c'est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain aussi. Qui est parti vexé. Il faut le dire, il y a un problème d'ego, il y a une blessure à l'ego par rapport à la façon dont il a mis. Enfin, il ne s'est pas fait virer, il est parti. Parce qu'il avait mal accepté la pression qu'avait mis la présidence. Et les appels à 2h du matin. Ouais. Voilà. Et surtout l'intervention dans ses choix tactiques. En tout cas, habitué à jouer les premiers rôles en Allemagne, comme sur la scène européenne, le Bayern de Munich refuse pour autant de se renforcer à n'importe quel prix. C'est ça l'antagonisme qu'il y a entre ces deux équipes. Donc, interdiction également pour le Bayern de spéculer. Le Bayern qui va donc se déplacer à Paris pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Et ce match, ça sera aussi une opposition sans doute au moins autant avec autant de saveur sur le rectangle vert qu'en coulisses. On regarde ce sujet et on en débat juste après. 2 clubs que tout sépare.
Depuis que le club de la capitale a levé la clause libératoire de Neymar à hauteur de 222 millions d'euros pour l'arracher au FC Barcelone, les champions d'Allemagne se posent presque en leader des mécontents, désireux de voir les Parisiens sanctionnés par l'UEFA au regard des règles du fair play financier. Car visiblement, au Bayern, on n'imagine pas une seconde participer à l'inflation qui secoue le monde du ballon rond depuis quelques années et qui a sans doute pris une nouvelle dimension au cours des dernières semaines. Il faut dire que bien loin des montants déboursés par le club détenu par le Qatar, le transfert record du Bayern pour s'attacher les services du milieu français Corentin Tolisso ne s'élève qu'à 41 millions d'euros. Certes, le Bayern n'appartient à aucun investisseur chinois, arabe ou russe et continue à être dirigé par ses anciens joueurs. Une stratégie qui va à l'inverse de ce qui est régulièrement pratiqué en Première Ligue ou par les nouveaux riches comme le PSG ou Manchester City qui tentent de bousculer la hiérarchie européenne presque gravée dans le marbre via un budget presque illimité. Mais ces critiques de l'état-major bavarois contre la stratégie du PSG ont fait tiquer une partie de la presse locale qui rappelle que le club bavarois compte parmi ses sponsors l'aéroport de Doha. Des paroles aux actes, le grand écart pour le Bayern. Donc voilà, Mohamed, le Bayern de Munich, c'est un club qui s'interdit de spéculer, qui s'interdit d'avoir ne serait-ce qu'un euro de dette. Le joueur le plus cher de l'histoire du Bayern, c'est Corentin Tolisso, le joueur de l'ancien milieu de terrain de Lyon, pour une quarantaine de millions d'euros. Voilà, exactement, au Paris Saint-Germain. Ce sont des Allemands, ce sont de bons gestionnaires. Les Allemands, vous les connaissez, ils calculent tôt. Ils n'ont pas de Qataris, eux. Ouais. Par contre, je me demande sincèrement si ça ne va pas finir par se voir sur le terrain. Je me demande, parce qu'à un moment cette différence de philosophie de gestion, on ne la sentait pas sur le terrain. Le Bayern était très performant. Bon, il gagne en 2013, en finale en 2012. Enfin bref, j'ai quand même l'impression, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, que le foot allemand, ça a l'air de moins de... Mais pour Arjen Robben, il dit qu'il n'a jamais vu de l'argent marquer un but. Je trouve la position du Bayern un peu hypocrite. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le Bayern n'ira pas mettre 200 millions sur Neymar, ni 150 millions sur Bale, ou 100 millions. Mais par contre, le Bayern n'hésitera jamais à piller tout ce que compte l'Allemagne comme talent, notamment de la part de Dortmund. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire piller ? Non, quand je dis piller, dans le sens où, chaque fois qu'il y a un talent qui éclot, ils s'arrangent pour qu'il vienne. Donc en fait, ils le payent. Il le paye. Mais en fait, c'est pas des sauf que c'est le modèle économique également de Dortmund. Oui, non, peut-être. Dortmund est d'accord. Mais il n'y a pas que Dortmund. Parce que c'est la raison de Dortmund de vendre Hummels, de vendre des joueurs au Bayern. L'équipe d'Allemagne à Genève. Cette équipe du Bayern sera toujours une mini-équipe d'Allemagne. Oui, mais il n'y a aucun club allemand qui vend au Bayern moins cher qu'ils auraient pu vendre à l'étranger. Il n'y a pas de dumping, non, on est d'accord à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils mettent le prix. Mais après, ils iront certainement pas cher mettre des 100 ou 200 millions sur des stars, mais ils n'hésiteront pas non plus à aller chercher tout ce que l'Allemagne compte talent. Oui, c'est aussi moins d'Allemands qui font des transferts qui sortent d'Allemagne. C'est très peu. C'est une politique qui est payée. Kroos, il est parti fâché du Bayern de Munich. Il est parti parce qu'on ne voulait pas de lui aussi. Ce qui est une énorme erreur. Aujourd'hui, tout ce que l'Allemagne voit éclore comme nouveau talent passeront automatiquement par le Bayern. Ou alors, ils confirment, ils restent. Ils sont un peu plus riches que les autres clubs. Ils sont tellement plus riches. Mais au niveau européen, je ne pense pas. Mais ils sont tellement plus riches qu'aujourd'hui, ils sont fixés comme objet, comme vision, on va dire, comme mode opératoire, d'aider les clubs en difficulté. Le Bayern est l'un des premiers sponsors financiers des autres clubs de Bundesliga. Quand un club est en difficulté, il est aidé par le Bayern financièrement parce qu'ils estiment qu'il vaut mieux être fort dans un environnement fort que fort dans un environnement super faible. Le Bayern, n'oublions pas les fameux triplés de Jupp Heynckes en 2013. Et à ce moment-là, il ramène Guardiola. Et l'arrivée de Guardiola, elle se fait dans un changement de philosophie qui a abouti au succès de la Mannschaft en 2014, c'est-à-dire après la débâcle de la Coupe du Monde 94, de l'Euro qui a suivi, qui est précédé, on pose le ballon à terre, on joue beaucoup plus technique, on change un peu, on modifie un peu l'ADN du foot allemand. On ouvre la sélection aux binationaux. Voilà, exactement. Il y a un vent de fraîcheur qui arrive et on arrive à ce succès qu'on a vu en 2014. Et également,
l'arrivée de Guardiola, j'ai l'impression d'un projet inachevé. Voilà. J'ai l'impression que 4 ans, bien sûr, il a tout dominé localement. Ça a coincé souvent en quart ou en demi-finale parce que c'est tombé sur des Messi ou des Ronaldo supersoniques. Mais en même temps, on a quand même l'impression que c'est pas allé jusqu'au bout. Il y a une énorme résistance, y compris à l'intérieur du peuple du Bayern, de Munich, en disant c'est pas comme ça qu'on joue. Voilà, c'est pas comme ça qu'on joue. On a quelque chose de plus physique, de plus, comment dire, il faut garder les composantes culturelles qui ont fait notre succès. Voilà. Mais ça, c'est pas une impression. Les cadres dirigeants du Bayern ils ont fait sortir Tony Kroos dans la presse. Et j'ai l'impression maintenant qu'avec Ancelotti et Tolisso et James Rodríguez, on est entre les deux chaises. Voilà. On ne sait pas si on revient ou bien si on continue, si on va jusqu'au bout de l'hispanisation du foot allemand et l'homogénéisation un petit peu de ce que le foot en Europe, qui a complètement gommé les particularités locales. Mais gommé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous peins les équipes en bleu toutes, ou là en vert, ou là en jaune, ou ce que vous voulez, ou en rouge, vous n'allez pas savoir laquelle est allemande, laquelle est espagnole, laquelle est française, laquelle est... Alors qu'il y a encore 15-20 ans, c'était très impressionnant. Et c'est l'Espagne aujourd'hui, par son grand succès, qui a complètement diffusé ce modèle partout, quoi. Ça s'appelle, Reda, la mondialisation. Ça s'appelle la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui... Voilà, exactement. Un mot, parce que quand on se promène aujourd'hui dans les rues de Casa, qu'on va dans un resto, un café à Paris ou à New York, c'est exactement la même chose. On va laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, pas à toi, parce que tu as déjà eu 2 cartons. Pas à toi, tu as déjà 2 cartons. On va le laisser. Il reste une petite minute à notre coach, à notre invité, Mohamed Fakher. Quel est le favori pour toi? C'est un peu tôt, hein, mais est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain, avec cette manne d'argent, avec ses nouveaux joueurs, peut vraiment aujourd'hui s'inviter au banquet des grands et aller plus loin en tout cas que les quarts de finale? Ça se peut, mais pour moi le favori c'est le Real Madrid. Le Real Madrid en Champions League, c'est une autre équipe, c'est pas l'équipe qu'on voit en la Liga, mais je pense qu'ils ont le potentiel pour aller loin. Maintenant, c'est le terrain qui va juger. Hein. C'est les matchs qu'ils vont faire, comment ils vont prendre les choses, et puis il faut qu'ils aient cette confiance, cette culture de la gagne. Le Paris Saint-Germain, ils n'ont jamais dépassé, je pense, les quarts de finale. S'ils arrivent déjà en demi-finale, c'est déjà pas mal. Et ça commence un petit peu mal pour le PSG avec cette histoire de bisbille. On ne sent pas encore vraiment une véritable équipe. Merci beaucoup, Mohamed Fakher, de nous avoir accompagnés. C'était un plaisir de compter avec nous un technicien aussi prestigieux et qui explique aussi bien le football. Merci beaucoup, Amin Rahmouni, un consultant qui explique également très bien le football qui se joue à 11 et toutes les équipes marocaines ont des arrières-gauches. Merci beaucoup à Reda Allali. Merci beaucoup à Reda Allali pour m'avoir prêté de l'argent ce soir. C'est la fin de cette édition du club. J'étais témoin. Exactement. Je le dis, il y a des millions de témoins. C'est la fin de cette édition du club. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.